Le Rav, on sait très bien que quand il priait, on dirait une flamme. Or, comment s'appelle l'association? Les Havas. Les Havas, c'est aussi une flamme. Il incarnait cette flamme, il avait un feu à l'intérieur de lui, il incarnait cette flamme. Même en priant, on voyait ça. Le Rav, quand on venait le voir, on lui disait il y a tel ou tel malheur, tel ou tel machin. À la Makom, il faisait une bracha. À la Makom, il priait. Immédiatement, il priait et il n'attendait pas d'être pendant le Shemona Esrei pour prier. Et ça incarne la réelle mila d'un tzaddik. Que Akadosh Baruch Hu, il est sans cesse face à Akadosh Baruch Hu. Et là, j'ai été scotché, complètement scotché. Et des réponses aux questions, je suis allé le voir à table. Je lui ai dit, j'ai des questions. Je lui ai posé mes questions. Aucune question sans réponse, mais avec du sechel. Pas c'est la Emouna, c'est sechel, sichel. Et le père me déstabilise totalement. J'avoue que. Et quand je lui dis ça, il sourit. Il voyait même pas le problème parce que je ressentais un amour tellement profond qu'il avait pour tout le monde. C'était extraordinaire. J'étais en train de lui dire, Rav, j'ai parlé mal sur vous. Il sourit. Il n'avait même pas compris. Il n'a même pas compris pourquoi je demandais pardon. Et je suis parti et il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Il m'a dit, tu viens. Et un jour, quand tu seras millionnaire ou milliardaire, tu payeras quelque chose à la yeshiva, tu feras des dons à la yeshiva. Et le Rav, pendant 5 jours, il rentrait fatigué, épuisé. Il n'a jamais dit un mot que le lit se dégonflait, que c'était pas du tout agréable de dormir sur un lit gonflable. Il n'a jamais dit le moindre mot. Et à chaque fois qu'il allait dans un endroit, il ressortait 10 000 euros, minimum. Les gens, ils voulaient lui donner, et le Rav, il ne demandait pas d'argent. Il venait, il faisait un rendez-vous avec les gens, le donateur donnait 10 000 euros. Il dit, si vraiment je voulais investir tout ce temps-là, la yeshiva, on aurait été milliardaire. Il dit, je passerai 8 ans à aller voir chacun. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux juste étudier la Torah. Alors, je ne sais pas si ils ont envoyé une mirtav, une lettre à Avraham Kanevsky. Et la question, c'était, Rosh Yeshiva ne veut pas aller en France pour un gala de la Yeshiva parce qu'il a peur que éclate la guerre de Gog ou Magog. Alors, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison? Et le Rav Avraham Kanevsky leur a dit, Vadaï Sheu Tzodek. Bienvenue sur Confidence. Aujourd'hui, à l'approche des 7 jours de la disparition du Rav Ron Shaya Zatzal, émission spéciale au cœur de la yeshiva du Rav et à proximité de sa chaise d'études. Rav Ron Shaya a révolutionné le judaïsme francophone dans le monde. Le monde entier connaît ses cours, ses conférences, ses séminaires. Mais lors de cette émission, ce sont ces valeurs extraordinaires qu'on va vouloir mettre en lumière, les valeurs qu'il incarnait et qu'on va essayer de présenter à travers des anecdotes de ses plus proches élèves, de ses amis ou de ceux qui l'ont côtoyé de près. À mes côtés, le Rav Jérémy Getz, sans doute son élève le plus fidèle depuis plus de 25 ans maintenant. Bonjour Jérémy. Rav Eliaou Hassan, l'un de ses plus anciens élèves depuis 32 ans, c'est ça? 32 ans. 32 ans. Et différents intervenants qui se relayeront ici à côté de moi et qui viendront raconter chacun à leur tour des histoires inédites sur le Rav Ron Shaya. Alors c'est parti, je vous souhaite de passer une très bonne émission en hommage au Rav Ron Shaya. Alors, chers amis, je voudrais qu'on puisse aborder différents thèmes, mais en fait, ce sont différentes midot, différentes valeurs que le Rav incarnait. Et je pense que tous ici, on a largement de quoi raconter sur le Rav. On va commencer peut-être par une de ses midas les plus emblématiques, sa droiture, à quel point il était émet, vrai. Un de ces gens qui m'a raconté une anecdote absolument extraordinaire, c'est que lorsqu'il partait en vacances dans la chambre d'hôtel ou dans le Zimmer qu'il louait, le Rav était en panique depuis le matin. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait quitter à une certaine heure et il ne voulait pas dépasser d'1 minute de peur de voler les propriétaires de l'endroit. Donc c'est dire à quel point il était macpide, il était pointilleux sur chaque détail. David, peut-être une histoire sur la droiture du Rav? Donc justement à ce sujet-là, j'ai entendu directement de la bouche du gendre du Rav Shaya, lorsque j'ai fait Nichum Avelim dans la maison du Rav. Il assistait à une scène assez incroyable, c'est qu'il a reçu un coup de téléphone, le Rav, avec un donateur qui voulait donner un gros don à la yeshiva, si on peut dire la somme, ouais. 150 000 euros. Et le Rav ne voulait pas l'accepter. Et du coup, il y a une sorte de discussion qui s'est mise en place avec le donateur qui disait « Mais Rav, je veux vous aider ». Et le Rav qui disait « Mais non, j'en ai pas besoin tout de suite de cet argent-là, ne me fais pas ce don-là ». Jusqu'au moment où la personne en question a insisté, et le Rav lui a dit « Écoute, il y a une yeshiva à Bnei Brak qui a plus besoin que moi, je te donne tout de suite le numéro de téléphone du Rosh Yeshiva. Si tu veux donner à la Torah, donne-leur à eux, parce que nous, tout de suite, on n'a pas besoin. » Donc, c'est ce que tu disais, que c'était la droiture du Rav et sa mida-là de émet, de ne pas tourner autour du pot, mais vraiment être rigide et d'avoir cette mida-là de émet, c'était incroyable. Et c'est une histoire qui montre bien ce caractère-là. Absolument, absolument. Tu me disais tout à l'heure, peut-être encore une autre histoire
qui incarne encore plus le Rav aussi? Alors, c'est une histoire cette fois-ci un petit peu plus personnelle. Il y a 1 an et demi, j'ai un enfant qui est né porteur du trisomie 21. Et tout de suite, j'ai appelé le Rav Ron Chaya pour avoir un petit rizouk, parce que toute personne qui a passé les portes de la yeshiva, il sait que quand on a un problème, on peut tout de suite appeler le Rav, et il va discuter avec nous et échanger, et ça fait toujours du bien. Donc je l'ai appelé, je lui ai raconté. Donc évidemment, il m'a fait un rizouk exceptionnel, et j'ai même appris que le Rav a lui-même 3 petits-enfants, trisomiques. On raccroche. 5 minutes après, il me rappelle en me disant « David, dis-moi, comment elle s'appelle ta femme ?» Alors je lui dis Tamar. Et il me dit « Non, parce que je veux inclure le prénom de ton fils dans mes tfilotes. » Alors plusieurs choses. Déjà, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que je me suis dit « Ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté la yeshiva. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a besoin de me rappeler pour dire qu'il va inclure mon fils dans cette filote ?» Et je me suis dit, des fois, quand on fait un travail qui est sous les projecteurs, on a du mal à discerner ce qui est lishma et pas lishma. Mais quand il y a des actes invisibles, cachés, que personne ne voit, et on les fait, on est présent à ce moment-là, ça dévoile que même les grands actes que tout le monde voit, même ceux-là, ils sont lishma. On aura l'occasion effectivement d'en reparler. Quand on voit comment le Rav il priait avec cet attachement envers Hachem, on s'imagine qu'une personne là, pendant 35 ans, il ne priait que pour la Géoula. C'est grandiose, c'est grandiose. C'est effectivement quelque chose qu'il incarnait tout particulièrement. Tu parlais aussi de prière. Alors on va revenir tout de suite, peut-être on va donner la parole à Rav Eliaou sur le fait que le Rav ici à la Yeshiva, donc vous l'avez vu au quotidien, vous l'avez vu étudier, vous l'avez vu prier. Au passage, mais quelque chose qui m'est venu à l'esprit, le Rav, on sait très bien que quand il prie, on dirait une flamme. Or, comment s'appelle l'association? Les Havas. Les Havas, c'est aussi une flamme. Il incarnait cette flamme, il avait un feu à l'intérieur de lui, il incarnait cette flamme. Même en priant, on voyait ça. Quelques petites histoires, Rabbi Eliaou, que tu peux nous raconter sur le quotidien du Rav, quand on voyait le Rav, que ce soit dans les Tioulim, que ce soit dans cette philo, dans son étude. En règle générale, quand on marche dans la rue, on voit une affiche comme ça écrit prier pour la réfoua d'un tel, ou on nous raconte qu'un tel est malade. Alors, au meilleur des cas, on note le nom et on dit Bezrat Hashem, quand viendra le moment, alors je prierai, ou le nom, bon, je prierai à telle ou telle occasion. Le Rav, quand on venait le voir, on lui disait il y a tel ou tel malheur, tel ou tel machin. À la Makom, il faisait une bracha. À la Makom, il priait. Immédiatement, il priait et il n'attendait pas d'être pendant le Shmona Esrei pour prier. Et ça incarne la réelle mila d'un tzaddik, que Akadosh Baruch Hu, il est sans cesse face à Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'a pas besoin d'être à un moment précis dans la mida pour prier Hachem. Shifti Hachem l'édict tamid, toujours Hachem est face à lui. Donc, toujours, il ouvrait la parole et bénissait tout celui qui avait besoin d'être béni. Bon, ça, si tu me permets, à l'occasion de la Ilouette Baba Sélé il y a quelques mois, on a croisé le Rav à la sortie du Kéver, devant le Kéver quasiment. Et le Rav, il me voit, je lui dis, et tout de suite, il m'a salué et tout de suite, il m'a dit, allez, viens, je te fais une bracha. Et il a fait une bracha, je ne peux pas l'oublier parce que vous connaissez les brachot du Rav. Il prie, il ferme les yeux et il est resté longtemps pour une bracha alors que je lui ai presque rien demandé. Et c'est le Rav, il dit rien qu'il faisait que donner. Il savait bénir, il aimait bénir, il savait bénir et les gens aimaient ses bénédictions parce qu'on sentait une sincérité. Alors c'est vrai que là, on est dans une émission, on essaie de... Mais il y a une réalité, ça c'est qu'il était vraiment comme ça. C'était pas du cinéma. Il n'y avait aucun jeu. C'est vraiment quelqu'un qui aimait bénir les gens, qui aimait prier pour les gens. Je pense qu'il priait vraiment pour beaucoup de monde parce qu'on avait vu, et moi je l'ai vu personnellement, une liste de noms qu'il avait dans son sidour avec beaucoup de noms. Et quand on le voyait aussi prier à la yeshiva, alors ce qui était extraordinaire à la yeshiva, c'est qu'il priait donc juste ici, et il priait très très longuement. Le Shmona Esrei du Rav, ça durait 20-25 minutes. Et c'est extraordinaire, c'est que après la fin de la prière, donc tout le monde pliait ses affaires, tout le monde partait, il y avait beaucoup de bruit, tout le monde discutait, beaucoup de bruit, et lui, le Rav, il bougeait pas, il disait pas chut, taisez-vous, il était là, tranquille, comme s'il n'y avait rien du tout autour de lui. Moi, je vous raconte une autre histoire aussi, qu'on aurait pu imaginer que le Rav, il priait avec autant de ferveur devant les élèves, et ben moi, je l'ai surpris dans un shtibler, pareil, en train de prier avec ferveur. Un shtibler, c'est ces fameuses synagogues dans lesquelles on vient... Dans un coin, en train de prier avec une très grande ferveur. On le voyait à tous les endroits. C'était une vraie proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il aimait prier. Il était très proche d'Hachem dans la prière. Et ça, c'est un grand dogma. Hier, un des gens, il m'a raconté que le vendredi soir, quand il revenait de la tfila, il disait, parfois ça lui arrivait de dire « Allez-nous les Shabbat à la maison ». Et pourquoi? Alors tout simplement, c'est qu'il mettait tellement de force dans la tfila
qu'il rentrait à la maison, il était épuisé, il devait s'asseoir comme ça, fatigué, et après il se levait et il disait allez, nom de chef. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Il là. s'investissait de toutes ses forces. Ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train vraiment de rentrer dans la vie du Rav. Parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on connaît tous le Rav à travers ses conférences, ses cours, ses séminaires, donc en fait sur sa vie en public. Mais à travers, depuis ces derniers jours, depuis qu'il a quitté ce monde, même depuis qu'il était malade, en parlant avec la famille, en parlant avec ses gens, en parlant entre élèves, chacun a découvert des histoires les plus folles dans son intimité. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y avait aucun jeu, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une des midotes les plus caractéristiques du Rav, c'est le émet, mais le émet aussi dans son attitude. On a ici la chance d'avoir aussi un ancien élève, Rabbi Yochanan, salut. C'est pas simplement un ancien élève, c'est des pères de la yeshiva. C'est un des meilleurs élèves de la yeshiva. Voilà, un des Rabbi meilleurs Yochanan élèves. Mimouni, aujourd'hui, un monsieur très important en France. Qui habite aujourd'hui à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. À Marseille, et je travaille à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Donc là, il est à l'occasion ici ce soir à Jérusalem. Est-ce qu'on peut avoir de ta part quelques témoignages, quelques anecdotes? Alors, comment j'ai débarqué ici, c'était en 2004, si je me rappelle bien. En 2003, j'ai été à un séminaire du Rav Shaya qui faisait à la Ciotat, à côté d'Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Et là-bas, j'ai été parce que j'avais plein de questions. Et ceux qui organisaient, qui me connaissaient, ils m'ont dit va, tu vas voir. J'aurais dit mais bon, c'est difficile pour moi de viens. Et Alors, bon. si tu permets, on explique un petit peu à nos auditeurs. Qu'est-ce que étaient les séminaires à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus, donc les plus jeunes peut-être ne le savent pas. Oui, alors le séminaire, c'était un week-end organisé du vendredi après-midi jusqu'au dimanche après-midi, où Rav Shaya venait et faisait en 3 jours 7 ou 8 conférences non-stop de 2-3 heures chaque conférence. Et l'une plus forte que la L'une plus précédente. forte que la précédente, et plus les repas, donc voilà, les repas de Shabbat, etc. Donc il y avait une ambiance vraiment, on sortait du séminaire, il y avait du feu là-bas, c'était du feu. Et en fait, bon voilà, quand j'ai été au séminaire, et là j'ai été scotché, complètement scotché. Des réponses aux questions. Des réponses aux questions. Je suis allé le voir à table, je lui ai dit j'ai des questions, je lui ai posé mes questions, aucune question sans réponse, mais avec du sechel. Pas c'est la émouna, c'est sechel, sikhli, mamash, quelque chose de l'intellect construit, clair. Toutes les questions qu'on avait sur est-ce que le judaïsme c'est émet, pourquoi c'est pas le christianisme, pourquoi c'est pas l'islam. Des questions qu'on peut avoir quand on est en recherche de spiritualité. Et maintenant, on se retrouve avec quelqu'un qui vient et nous dit « Non mais moi je te démontre que c'est ça. Je te démontre que c'est ça. Les autres, ils sont incapables de démontrer quoi que ce soit. » D'ailleurs, c'était, je crois, que la première grande conférence, c'était la preuve irréfutable. La preuve irréfutable. Et quand on finit ça, j'étais scotché. Ça m'a mis 6 mois. À la fin du séminaire, il annonce qu'il a une yeshiva et qu'il propose à celui qui veut devenir. Au bout de 6 mois, il refait un séminaire à Aix-en-Provence cette fois. Et bon, je ne sais pas si c'était véritablement au séminaire, mais je suis passé pendant le Shabbat, je suis passé au séminaire, j'ai écouté une conférence et à la fin de la conférence, je vais le voir, je lui dis Kvod Harav, voilà, j'ai encore des questions, je veux venir à la yeshiva, mais j'ai un problème, je ne peux pas. C'est pas shoot, c'est impossible pour moi de venir, mes parents ne peuvent pas payer, et ils n'ont aucune volonté à l'époque. Ils n'avaient aucune volonté de me payer. Si j'avais dit à mon père que je partais à la yeshiva pour plus que 2 semaines, à l'époque, ça serait mal passé. Vous pouvez devenir avant. Et je suis parti, et il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Il m'a dit, tu viens, et un jour, quand tu seras millionnaire ou milliardaire, tu payeras quelque chose à la yeshiva, tu feras des dons à la yeshiva. Je lui dis, non, mais c'est pas Retsini. Il me dit, si, badaï. Il me dit, tu viens, tu as un potentiel, je vois que tu as une capacité, tu viens. Et tu viens à la yeshiva, viens pour 1 mois. Et au final, combien de temps? Parce que tout le monde est passé par là. Alors, on est resté pour 1 semaine, 1 mois. Au et finalement, final, combien de temps? Je suis arrivé à la yeshiva, je suis resté 1 mois. J'ai tenu 1 mois grâce à ce monsieur qui s'appelle Jérémy Getz. Et Tu l'as fait, pourquoi? il a des mots d'amour exceptionnels, Jérémy. c'est vrai que Jérémy, il a une faculté, c'est qu'il accueillait ici chaque bachour avec un grand sourire, comme s'il le connaissait depuis 20 ans. Exactement. Et les 10 premiers jours ont été très très compliqués parce que le rythme de la yeshiva, c'est un rythme spécial. Et finalement, je suis resté 10 ans. Waouh! Et je suis resté 5 ans bachor, 5 ans marié. Et après, on m'a proposé un projet en route Salaretz à Aix-en-Provence. Donc en fait, Et, aujourd'hui, ce pourquoi tu œuvres à Aix-en-Provence, c'est la main le du fruit, Rav. C'est la main du Rav. C'est rien d'autre. Et en fait, Je n'existe pas, c'est lui qui existe là-bas. Extraordinaire. Et en fait, des témoignages comme ça,
il y en a par milliers, par dizaines de milliers à travers le monde. À travers le monde, on découvre aujourd'hui des gens, on aura tout à l'heure la chance de recevoir le Rav Michael Qu'est-ce que Isra tu aussi de dirais à Montréal. des jeunes aujourd'hui qui hésitent? Est-ce que je dois venir à l'Yeshiva, pas venir à l'Yeshiva? Est-ce qu'on regrette de venir à l'Yeshiva? Est-ce qu'on perd quelque chose de venir à l'Yeshiva? On ne regrette jamais de venir à la yeshiva. Tout juif, il doit passer par la yeshiva. À quel âge, c'est une question. Mais tout juif, il doit passer par la yeshiva, ne serait-ce que quelques mois, pour goûter à palper, ne serait-ce qu'un minimum, la plus vieille bibliothèque du monde qui existe, des milliers, des dizaines de millions de livres, et d'être capable de se mettre face au Hémet, face à la vérité, de se remettre en cause, en question, et de ne pas hésiter. On ne perd jamais rien à venir à la yeshiva. Et la Peut-être ça ne particularité- correspondra pas à ce qu'on veut, peut-être qu'on voudra faire autre chose, mais on aura gagné obligatoirement en venant à la yeshiva. Le Et temps en qu'on sera dans particulier la- ici à Yeshua Tizef, si je peux me permettre, c'est que justement, c'est donner la chance à chacun, parce que les gens qui sont venus ici, qui passent par là même encore aujourd'hui, c'est des gens qui n'auraient pas pu forcément intégrer une yeshiva Impossible. classique. Impossible. Et Rav Shaya a donné cette chance à tout le monde. Ah, Et moi, tu en es aussi la preuve. Je ne savais même pas lire quand je suis arrivé. Wow. Je savais lire l'hébreu un peu avec les voyelles. Incroyable. Et je suis arrivé ici et Rav Mezinger m'a dit lis la Gemara. Je sais pas, il me dit trompe-toi, tu vas apprendre. Et c'est comme ça que Baruch Bah, Hashem. écoute, merci beaucoup pour ce Merci. témoignage. Dans le même ordre d'esprit, avant de laisser la parole tout de suite à Rav Jérémy, des anecdotes comme ça, on en a plein. On en a encore une d'un ami proche qui est aujourd'hui à Vrech, etc. Pareil, il était à Ashdod, il était en colocation à Ashdod, il filait un mauvais coton. Et je ne sais plus pour quelle raison X ou Y il a intégré la yeshiva. Il est venu pour quelques jours, quelques semaines à la yeshiva. Et il était censé repartir dans son appartement. Et au bout de quelques semaines, donc il dit au Rav, le Rav il le voit en train de partir. Le Rav il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit bah ça y est, je dois partir. Vous savez, j'ai des obligations, je dois payer une colocation. Le Rav dit elle est combien ta colocation? Alors il lui donne un tarif. Il lui dit c'est pour moi. Et pendant plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, il a payé tous les frais de la colocation pour que ce jeune qui filait un mauvais coton puisse venir intégrer les bancs de la yeshiva. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il a fondé une famille dans la Torah, à Vrech, ses enfants dans les Talmud et Torah. Extraordinaire. Ça, c'est Rav Shaya. C'est ce qu'on a dit, c'était un grand businessman. Il savait ce que c'est le business, il savait comment attraper les gens, il savait comment les retenir, il savait reconnaître le potentiel chez les gens, il savait aussi donner la chance à tout le monde. Et c'est ça sa réussite. Sa réussite. Alors, Jérémy, toi, tu as accompagné aussi le Rav en France. Donc, tu en as vu aussi des histoires. Vas-y, à toi de jouer. Bon, comme je l'ai dit la fois, ce qui m'a marqué quand je partais avec le Rav en France, c'est sa Gdoucha. Le Rav, pour moi, on dit que quand on choisit un Rav, il faut choisir comme si c'était un malach, un ange. Alors souvent, des fois, on a un Rav, oui, non. Là, je voyais un ange. On arrivait à l'aéroport, il enlevait ses lunettes. Attention. Pourquoi Développe. Pourquoi il disait, quand on passe en Tioul, qu'est-ce qu'il nous disait? Attention au FNI. Vas-y, un OFNI, objet féminin non identifié. Faites attention. Alors, il arrivait comme ça, il enlevait ses lunettes, faire attention à ses yeux. Et il me disait souvent, pour que ça marche aussi, le Zikouï Ravim, faire attention à sa Gdoucha. D'ailleurs, on voit qu'il était beaucoup sur Internet. Mais lui, il n'avait même pas de téléphone. Il n'avait pas de téléphone. Il se servait de ce moyen-là. À l'époque, on est parti voir le Rav Steinman pour savoir s'il pouvait utiliser Internet. Et oui, on doit l'utiliser. Mais lui, il savait l'utiliser pour ramener les autres, mais pas se salir. Ce que tu as dit lors des Expedim, tu as dit que le balayeur, c'est vrai que c'était sa force à lui. Tu peux y aller. Ouais, on a dit que le Baal Shem Tov, il dit à quoi ça ressemble les gens qui font faire tchouva aux gens. C'est comme le balayeur. Le balayeur de la rue, il balaye toute la ville, il rentre chez lui, la ville est toute propre, mais il rentre des fois avec des saletés. Lui, il faisait très attention que quand il faisait tout son travail, de rentrer propre à la maison. Ça, c'est la force. Ouais. La force. Et autre chose, une fois aussi, ça pâche toute son humilité. On est parti en France, il y avait des grandes grèves, tout était bouché dans Paris. Donc je prenais avec moi en voiture. Et un jour, je lui ai dit, Rav, si on continue en voiture comme ça, vous ne pourrez faire aucun cours. Il dit, si vous voulez, j'ai un scooter à la maison. Vous pouvez monter. Le Rav, il n'y a pas de truc. Scooter, un casque, on était dans Paris, tout était en scooter. Si c'est pour la Torah, on s'abaisse, on fait ce qu'il Incroyable. faut. Incroyable. On a la chance d'avoir avec nous, qui nous a rejoint ici, Rav Daniel. Salut. Tu as côtoyé le Rav de très près. Il a changé ta vie. Tu as eu la chance aussi d'étudier à ses côtés pendant des années en Chavruta. Ouais. On était jaloux de lui. On a On a vraiment- tué leur Chavruta. Pourquoi pas nous? On était jaloux de lui. On voyait qu'il aimait le Rav, on voyait qu'il étudiait avec lui, il aimait, il appréciait. C'est un grand honneur. Et moi, le Rav, comme ça, je le définirais, c'est le Rav multifonction. Alors, si tu peux déjà nous raconter un petit peu
brièvement ton parcours, Alors- comment tu arrives à la yeshiva. Alors justement, c'est ça que j'allais vous dire. En fait, déjà, premièrement, je définirais le Rav comme un camarade. Camarade, pourquoi? Parce qu'on a essayé à maintes reprises de m'amener chez des rabbinim pour que je revienne à la religion. Et à chaque fois, ça s'est soldé par un échec. Jusqu'à que je rencontre le Rav dans un séminaire. En fait, j'étais dans un voyage pour des non-religieux. Et on m'a proposé d'aller à un cours d'un rabbin. Je ne connaissais pas. Le Rav Shaya, qui fait un cours. Et en à une heure, c'était incroyable. J'ai découvert une personne qui avait des arguments qui n'étaient pas nouveaux finalement. Mais les arguments du Rav, eux, ils ont marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conviction tellement forte et un amour tellement puissant. Un amour pour les personnes même qui ne connaissaient pas, les membres qui étaient venus dans le séminaire. Et ça a marqué. Et je peux dire que durant cette période-là, c'était vraiment une camaraderie. C'était l'histoire d'un jour ou deux. Jusqu'à qu'il m'invite à venir à la yeshiva. Et je viens à la yeshiva, là, je découvre le rabbin. Le rabbin, là, je découvre l'esprit de rigueur. C'est vrai qu'en fait, le Rav, il n'a pas du tout la même casquette quand on le voyait en séminaire, Ah, ouais. où il se donnait, mais alors, on le connaît, il était en chemise, en jouait comme un fou, sur du rock'n'roll au piano, il donnait toute son énergie. Et en fait, il voulait montrer un visage ouvert de la Torah. Et ensuite, on le voyait à l'échivan, quoi, quelqu'un autant aussi rigide avec lui-même, dans sa tefila, dans son étude, dans ses mitzvot. C'était même perturbant pour certains qui arrivaient ici. Et je vais en parler juste après, mais ça qui est extraordinaire, c'est que durant les années, je découvre pas seulement un rabbin, je découvre que c'est un Rav Mouvak, un guide. Dès qu'il y avait des questions sur tous les sujets, des questions que j'aurais jamais imaginé qu'un rabbin puisse comprendre. Venant de si loin, des fois on avait des choses à dire qu'on s'aurait dit qu'un rabbin ne peut pas comprendre. Et le Rav pourtant le comprenait très bien. Il est devenu un Rav Mouvak, c'était vraiment mon guide. Donc camarade, rabbin, Rav Mouvak. Et ensuite, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'étudier avec le Rav en Chavruta, donc en binôme, en études, justement, sur cette table. C'était un honneur. Et là, j'ai pu découvrir le Rav. Et il m'a enseigné, Pendant combien de temps comme ça? il me semble, 6 ans. Le Rav, il me disait 6 ans, mais bon, c'était de nombreuses années, Baruch Hashem. Et le Rav m'a enseigné sa guerre contre le Yetzer Hara, au travers du limoud. Par exemple, il me disait, tu veux qu'on étudie Tosfot? Il me dit, moi, franchement, je n'ai pas envie. Je dis, moi aussi, je suis fatigué. Alors, on reprenait l'étude. Il me dit, Daniel, parce qu'on ne veut pas le faire, on va le faire. Ça, c'était le Rav. Voilà. Comme ça, j'ai découvert le Rav. Mais au fil des années de Chavrutot, je me suis permis des fois quelques impolitesses. Et justement, je lui ai dit une fois au Rav, j'ai quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, quand on arrive à la yeshiva, c'est un peu dur parfois, parce que lors des séminaires, on va en camarade, et à la yeshiva, il y a un petit peu un esprit de rigueur. Et je me suis, vraiment, j'avais honte de lui dire. Et le Rav, pourtant, était attentif, il était très intéressé, il voulait savoir. Il écoutait, il me dit, ah oui, c'est vrai, tu as entièrement raison, ah ouais, il faut que je travaille là-dessus. Et je vous promets, je n'ai pas la prétention de dire que c'est parce que moi je lui ai dit, j'imagine que d'autres lui ont dit, mais je vous promets qu'au bout d'un an, le Rav était plus le même. Le Rav était plus le même, c'était incroyable. Le Rav avait changé. Il avait changé une mida, il avait changé sa nature. Un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Ensuite, je m'amusais, juste pour finir, j'avais un jeu, dès qu'on me posait une question que je devais adresser au Rav, je m'amusais à deviner la réponse que donnerait le Rav. Et j'avais quasiment, tout le temps j'avais la réponse. Je connaissais le Rav, je savais qu'est-ce qu'il allait dire. Il y a une fois, je me suis trompé. C'est pendant le Corona. Pendant le Corona, le Rav, il m'a complètement déstabilisé. Et tellement j'étais déstabilisé comme un enfant, je vous dis, comme un enfant qui ne reconnaît plus son père. Que j'en ai parlé. J'en ai parlé justement à Jérémy Gates. Et parfois, des fois, c'était un peu des émotions. Donc, je m'en suis voulu un petit peu d'avoir parlé sur le Rav. Et quand je suis allé le voir quelques mois plus tard pour lui demander pardon, j'ai vu un père. Un père qui voit son fils qui a fauté, qui a fait une erreur et qui lui dit papa, pardon. Et le Rav, tout simplement, il souriait. En fait, vous n'avez pas la même position j'imagine, sur un des sujets. On n'avait pas la même position. Sur un des sujets On n'avait pas la même position et j'avoue que sa position m'avait tellement surpris que ça m'avait beaucoup déstabilisé. Parce que moi, c'était devenu un père. Et le père me déstabilise totalement. Là, j'avoue que... Et quand je lui dis ça, il sourit. Il voyait même pas le problème parce que je ressentais un amour tellement profond qu'il avait pour tout le monde. Mais c'était extraordinaire. J'étais en train de lui dire, Rav, j'ai parlé mal sur vous, et il sourit. Il n'avait même pas compris. Il n'a même pas compris pourquoi je demandais pardon. Incroyable. Merci beaucoup, Rav Daniel. Voilà, tout ça, encore une fois, c'est des anecdotes qu'on découvre, en fait, au fur et à mesure. Malheureusement, on les découvre à la disparition du Rav. Rav Eliaou, j'imagine que lors des Tioulim... Alors, il faut savoir une chose. Le Rav est un amoureux d'Eretz Israël. D'accord? Un amoureux d'Eretz Israël.
D'ailleurs, un jour, il m'a confié, on était en voiture ensemble et je commençais à lui parler un petit peu de ce qui se faisait en France, les fameuses discussions anti-sionistes, etc. Ou même en interne, dans le peuple d'Israël, les différentes positions. Le Rav, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, les vrais sionistes, c'est nous. Mais comprenez ce sens. Les vrais sionistes, c'est quoi? Le vrai amour d'Eretz Israël, c'est ceux qui ont intégré pourquoi Eretz Israël. Pourquoi on a reçu Eretz Israël? Pour la Torah. Tu as accompagné le Rav dans les différents tioulim avec la yeshiva? Alors, si on doit raconter ce qu'on a vécu dans les tioulim, Et les sorties, les ça promenades. serait des heures et des heures, parce que les tioulim, c'était un moment très très particulier. Juste, on va en revenir peut-être après, mais une écouda par rapport aux tioulim, ce qui m'a marqué, ce qui nous a marqué, c'est qu'il avait une connaissance d'Eretz Israël qui était impressionnante. Il connaissait les routes, il connaissait les endroits, il connaissait chaque endroit. Avec les nages. Et à chaque fois que nous on repartait en Tioul, on ne savait jamais où est-ce qu'on était venu, on n'était pas venu. Et il connaissait vraiment Et tout. l'histoire de chaque endroit. Et l'histoire, alors ça, il allait, il nous faisait la visite guidée, on allait toujours là-bas, Bilbar Yehuda, il nous racontait, là-bas il y avait David Ameller, il y avait ça. En tout cas, il avait une connaissance incroyable d'Eretz Israël. Et quand tu dis que c'est un amoureux d'Eretz Israël, c'est un homme qui n'aimait pas voyager, il voulait pas voyager, il voulait pas quitter Eretz Israël. Il ne voyageait uniquement parce qu'il y avait des séminaires où il y avait des obligations par rapport à la yeshiva. Mais pour vous dire, par exemple, pour les vacances, je sais que son père et sa mère le suppliaient de venir en Suisse, là-bas, dans les Alpes, et de venir passer des belles vacances avec eux. Il refusait, il ne voulait pas. Et tous les ans, c'était une bagarre avec ses parents pour ne pas aller en Suisse. Il ne veut pas quitter Eretz Israël. Il aimait Eretz Israël, il voulait rester en Eretz Israël. Et il poussait les gens à venir en Eretz Israël. Alors il avait un équilibre par rapport à ça. Mais c'était un grand amoureux d'Eretz Israël. Et comme tu peux dire, c'était vraiment le sioniste. Regarde, ici on parle du sionisme. Il faut savoir que le Rav aussi, il avait un discours par rapport à ça, hein, que peut-être le public français ne comprend pas. C'est qu'il faisait vraiment la part des choses entre le sionisme politique et l'amour de venir en Eretz Israël, que pour lui c'était deux choses qui étaient complètement différentes. Il l'explique très souvent dans ses conférences, et c'est une position qui est juste, surtout quand on veut faire son alia. Si on fait son alia, on veut venir en Eretz Israël, alors je pense que c'est surtout l'exemple du Rav, et dans l'esprit du Rav de venir en Eretz Israël, surtout parce que ici c'est une terre sainte, c'est une terre où la Shrina, il réside, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut surtout venir en Israël, et c'est dans cet esprit-là qu'il poussait les gens à venir en Israël. Je vois ici qu'on a un invité très cher qui vient. Tout à fait. Alors on a l'un aussi des plus proches du Rav, puisque Rabbi Noam nous a rejoint ici. Noam, bonjour. Noam était le secrétaire du Rav, celui qui recevait vos questions et qui les lui transmettait avec la plus grande authenticité. Et donc il l'a côtoyé de près, il a vu ses réactions, ses réponses, sa façon de vouloir répondre absolument à chacun. J'ai encore reçu un témoignage hier, quelqu'un m'a raconté, il m'a dit mais pourquoi il m'a répondu à moi? J'ai envoyé un message, ah oui, à l'heure de l'enterrement, quelqu'un m'a dit j'ai envoyé un message, j'avais besoin de livrer mon cœur, je l'ai écrit, je ne pensais pas qu'il allait me répondre, c'était un mail en plus un peu générique. Il m'a envoyé, alors le Rav il aimait bien répondre par note vocale, par mail, et il m'a envoyé une note vocale à moi. Il était extrêmement touché. Voilà. Moi, je viens d'avoir 19 ans. Je sais que je ne fais pas trop mon âge, mais je suis converti depuis 19 ans. Mon anniversaire, c'était il y a 10 jours. Ça fait 17 ans que je suis à la yeshiva et 15 ans que je suis le secrétaire du Rav. C'est très difficile pour moi de parler, mais je vais quand même y arriver. C'est pas seulement... J'étais collé à lui, c'est-à-dire qu'on doit être collé à un Rav pour apprendre de ses midotes, etc. Machin. J'avais une ligne directe avec lui au téléphone. Pendant les premières années, il restait toute la journée et j'envoyais des réponses tout le temps. J'étudiais le matin et l'après-midi et tout le reste du temps, c'était voué aux questions et aux réponses. J'ai jamais vu une fois aller ni à droite ni à gauche, essayer de faire des choses complètement bizarres. Il a toujours été yachar tout le temps. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé chez lui, c'est qu'il prenait 5 jours de vacances par an. Donc moi aussi, parce que on est à la yeshiva tous les deux, parce qu'à l'époque, j'avais pas de portable et lui non plus. Donc on est à la yeshiva. Pendant Ben Azmanim, c'est le moment où il y a des jours de vacances pour ceux qui sont à la yeshiva. Et on se retrouvait et on envoyait les réponses comme ça. Des fois, j'étais juste avant de pouvoir partir à la tfila. Et lui, il restait jusqu'au dernier moment. Un amour dans chacune des réponses qu'il
qu'il envoyait est toujours présent, toujours présent. Et son fils, tout à l'heure, quand on est parti chez lui, il m'a raconté que tu sais ce qu'il faisait pendant ces 5 jours de vacances? À chaque fois, quand il voulait manger de la viande et boire du vin, il faisait un sioum maseret. C'est-à-dire que ses vacances à lui, elles étaient orientées dans le limoud, dans l'étude, pour pouvoir s'autoriser de prendre du vin et de manger de la viande. Ça veut dire, on est à un niveau qu'on on peut même pas imaginer. Des chivotes qui acceptent des parcours, parce que j'étais pas marié à l'époque, qui ont 36 ans à l'époque. Il n'y en a pas beaucoup. Il m'a dit Noam, tu es le bienvenu. Donc je suis venu, j'étais dans une chambre où il y avait des gens qui étaient un peu moins âgés que moi, il y en avait un peu plus âgés. Il m'a dit là-bas tu seras tranquille. Et Mehmet, il a toujours été là, mais complètement pour tout le monde. Et j'ai essayé de faire mon travail du mieux possible et j'espère qu'il était content de ce que j'ai fait, mais c'est un bouleversement total ce qui se passe là. C'est combien de questions tous les jours? Il y avait combien? Alors au début c'était 15-30, puis après on est monté à 50-60. Par jour. Par jour, non, par jour. Et avant, c'était extraordinaire. Le Rav, il est suisse et il supportait aucune faute d'orthographe dans les réponses qu'il envoyait. Donc il me donnait des cassettes, des fois des très très longues cassettes, et moi je les tapais. Juste, tu les tapes, moi je les corrige, tu corriges et après tu envoies. Et ça prenait des heures et des heures et des heures. Mais il était tellement macpide, il était tellement pointilleux qu'il n'y a rien, que les réponses elles soient nickel comme ça, toutes carrées. Alors quand on a commencé à envoyer des notes vocales, il y a eu plus de messages encore parce qu'on a pu monter à 80 certaines journées. Mais là c'était moins de fautes d'orthographe. Ah non, voilà, note vocale. Mais est-ce que le Rav il pourrait m'envoyer la réponse par écrit parce que j'ai des problèmes pour écouter les réponses. Noam, vas-y, fais ce qu'il faut. Donc on reprenait les anciens systèmes et tout. Là c'était. Et comme ça pendant combien d'années? 15 ans. Ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans aux côtés du Rav, 15 ans à recevoir vos messages. Il faut savoir que Noam s'appelle Neeman. Neeman, ça veut dire la fidélité. Je pense que tu étais on ne peut plus fidèle au Rav. C'est pire que ça. Moi, comme je dis, je suis converti. J'avais le nom de ma mère. Je ne pouvais pas prendre le nom de mon père. Mon père, il est Lévi. Et si je suis Lévi converti, on va me faire monter à la Torah quand il ne faut pas. Donc j'ai voulu changer. Et c'est un des rabbinim de la yeshiva. Je lui dis Rav, je ne sais pas comment je dois m'appeler. Il m'a regardé, il m'a dit Neeman. Et il est parti s'asseoir. Il m'a dit, ça sonne bien. Donc voilà, c'est vraiment même dans cette yeshiva que je suis devenu comme ça. Incroyable. Merci beaucoup, Noam. Avec plaisir. Juste pour ce qu'il disait, Noam qui faisait un sion pour manger de la viande et boire du vin, on a entendu de sa femme qui nous a dit que le Rav n'écoutait pas de musique. Pourtant, il aimait la musique, comment il en signe de deuil du Beth Amikdash, il n'écoutait pas de musique, seulement dans les smachot. Moi, je rajoute sur les sioum que j'ai pas le souvenir. Est-ce que quelqu'un a le souvenir ici qu'il a fait une fois un sioum à la Shiva? Le Rav était d'une très grande pudeur et il ne montrait pas beaucoup de choses. Et une des choses qu'il ne montrait pas, c'est les sioum maseret qu'il faisait. Et il a fait des sioum maseret. Et ça, il le faisait quoi? Il les faisait en famille chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'il avait une très grande piété et il ne voulait pas le montrer. Moi, je me rappelle pas une seule fois qu'il a fait un sioum à la yeshiva. Vous vous rappelez un sioum à la yeshiva? Jamais. D'ailleurs, en parlant de justement cet amour de la Torah qu'il avait, parce qu'au final, il avait un amour débordant pour la Torah. Lorsqu'on a pu visiter le Rav dans ces derniers jours à l'hôpital, on a tous ressenti on a tous vu ça. En tout cas, moi, ça m'a bouleversé de le voir allongé avec des tuyaux, des machines, etc. Et ce qu'il se passait autour, alors il avait quand même, entre guillemets, un air apaisé. Pourquoi? Parce que ce qui se passait autour de lui dans la chambre, tous ses gendres, tous ses enfants, tout le monde était autour de lui à faire quoi? Uniquement à étudier la Torah, le Or HaChaim, des Teilim, des Sipurim, de Gemara. Et lui était là, en train, entre guillemets, d'écouter. Mais c'était ça, en fait, le fruit de sa vie à être pointilleux sur chaque chose. Et bien aujourd'hui, il pouvait, entre guillemets, profiter de l'étude de la Torah de ses descendants, et pas que, de ses différents élèves à travers le monde. Hier, j'ai demandé à un de ses gendres, je disais, comment c'est les Shabbats à la maison? Parce que Shabbat, non plus, on n'a jamais été, on n'avait pas eu le plaisir de passer Shabbat. Je lui ai dit, comment ça se passait à table? Il m'a dit, à table, il n'y a pas d'ivrei chol. On ne parlait pas de rien du tout. Il dit, des fois, il nous laissait parler entre nous, mais il ne disait pas un mot de chol à la table de Shabbat. Incroyable, incroyable. Pas un mot de chol de Shabbat. Du Shabbat, il y a une cousine qui m'a appelé tout à l'heure pour me raconter que quelques années, elle ne savait pas encore faire de la rentrée en séminaire, elle ne s'est pas rentrée. Et qui tour, elle m'a appelé, et je ne sais pas comment ça a fait, j'ai réussi à passer un Shabbat chez le Rav Shaya. Ah, c'est exceptionnel, ça, on n'a pas eu le plaisir, on n'a pas eu l'honneur. Oui, j'ai le Rav Shaya. Elle m'a dit qu'elle était là-bas, le vendredi soir, moi, elle était avec toutes ses filles. Et d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que ses filles,
Elles se sont levées, elle s'est retrouvée seule au bout de la table avec Rav Shaya. Elle a posé toutes les questions. Elle dit c'est bon, j'ai posé toutes les questions. Et elle a eu finalement toutes les réponses. Et à la fin, le Rav lui a dit par contre, demain, tu ne manges pas chez nous. Je t'ai organisé un repas à côté. C'était chez qui? Chez la directrice de la source. Elle mangeait là-bas et elle va même organiser son séminaire. Incroyable. Elle a remis ça, et elle a même fait son chido parce qu'elle a marié avec un Incroyable. de la Yeshiva. Incroyable. Alors là, mes chers amis, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, à qui j'ai beaucoup d'Akaratatov. Mais si vous permettez, j'ai aussi un petit point que je voudrais quand même régler, un petit litige. Voilà, ce sera l'occasion. Rabbi Michael Ifra, qui est à côté de nous, qui nous a rejoints, connaît le Rav depuis de très nombreuses années maintenant. Il était à ses côtés depuis les premiers séminaires. Pourquoi je dis que j'ai beaucoup d'Akaratatov? Parce qu'il m'avait donné la chance à l'époque en France, il y a presque 20 ans, de m'avoir permis d'accueillir le Rav, à héberger le Rav lors d'une série de conférences qu'on avait fait pour Nefesh Yehudi. Quelque chose d'incroyable. On était rentrés dans les facs à Dauphine, on avait fait des conférences partout dans Paris, c'était l'euphorie, c'était extraordinaire. Donc j'ai une infinie Akaratatov pour ces jours que j'avais passé, cette semaine que j'avais passé auprès du Rav. Mais quand même quelque chose, une petite anecdote qui m'a marqué, je voudrais profiter de cette occasion pour pouvoir régler nos comptes, mais en même temps m'excuser comme je l'ai demandé 1000 fois au Rav. Rabbi Michael était venu me voir à l'époque, il m'avait dit: est-ce que ça t'intéresse de recevoir le Rav Ron Shaya chez toi à la maison? Je lui ai dit: mais évidemment, c'est un honneur extraordinaire, avec 1000 plaisirs. Mais j'étais jeune marié à l'époque, j'avais une chambre avec un enfant, j'avais pas de lit d'adulte. Donc je lui ai dit: mais j'ai qu'un lit bébé. Il m'a dit: mais t'inquiète pas, on dormait pour les séminaires, on dormait par terre, sur de la paillasse, mais rien, même un matelas, ce serait du luxe. Je lui ai dit: mais non, j'oserais pas. Mais si, c'est rien, mais je te dis, rien que tu l'invites à la maison, ça suffit. Il dort par terre, il n'y a aucun problème. Je lui ai dit: non, j'ose pas. Bref, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un matelas gonflable. À l'époque, c'était relativement nouveau et pas mal. Et j'ai pris le meilleur matelas gonflable, 2 places, on l'a gonflé à fond, on lui dresse le drap, on était honorés de recevoir le Rav. Tous les soirs, ma femme, elle préparait un plateau de fruits. T'as fait dormir le... Oui, non, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Arrête de remuer le couteau dans la plaie, c'était vraiment très dur. Pourquoi? Je vais comprendre tout de suite. Et donc le Rav, tous les soirs, après les séminaires, après les conférences, il rentrait, on était épuisé, fatigué, il rentrait. Le lendemain, il repartait. Et comme ça, au bout de 4-5 jours, à la fin, donc on était parti à l'hôtel, on n'est pas à l'hôtel, on était parti à Annette à l'époque. Oh. Et quand on va pour débarrasser un petit peu de ça, on voit que le lit, en fait, le lit s'est dégonflé, quoi. Et le Rav, pendant 5 jours, il rentrait fatigué, épuisé, il n'a jamais dit un mot que le lit se dégonflait, que c'était pas du tout agréable de dormir sur un lit gonflable. Il n'a jamais dit le moindre mot. Et je me suis excusé 1000 fois à chaque fois que j'avais l'occasion de voir le Rav. À cause de moi. Donc on sera heureux de pouvoir avoir d'autres anecdotes, cette fois-ci plus sympathiques. Rabotai, je n'aurai pas autant d'aise que mes confrères. C'est un moment qui m'est des plus pénibles. Je viens d'arriver de France, de Paris. Et pour moi, Rav Shaya, c'est un père, c'est un Rav, c'est un ami, c'est un confident. Imaginez que j'avais l'âge de 16 ans. À 16 ans, il y a toute la vie qui se présente devant nous. J'habitais au Canada, à Montréal. Je viens d'une famille religieuse et j'essayais d'organiser les séminaires qui, à l'époque, c'était les séminaires de Arachim. Arachim, ils ont commencé par le Canada. Ils sont venus à Montréal et comme Rav Shaya disait, pourquoi Montréal? Parce que les gens à Montréal, ils ont une telle tmimout, ça ressemble à du beurre qu'on a fait sortir au soleil pendant au moins 15 minutes. On fait passer le couteau, il tombe tout seul. De même à Montréal, on leur raconte une histoire, une petite preuve, et ça y est, tout le monde se met à pleurer, tout le monde est convaincu. C'était, en tout cas, les séminaires de l'époque. Et à mon époque, en tout cas, il y avait les grands conférenciers, dont le Rav Chaim Ziegler. Zatzal, lui aussi, les Niftar. Et lui, c'était un prix Nobel de physique, un homme d'une 60aine d'années qui était chacham, qui venait, les salles étaient combles, rien que pour l'écouter, tout le monde sortait de là époustouflé. Une année, Arachim n'ont pas pu l'envoyer, il a eu des difficultés, etc. Et donc, ils ont envoyé le Rav Shaya que je rencontre pour la première fois. Rav Shaya avait une 30aine d'années, un jeune avrech qui, en même temps, il avait appris les conférences de Arachim.
Je le vois arriver, mettez-vous à ma place, je le vois arriver à la place de Rav Chaim Sigler qui avait une prestance, un certain âge. Je vois Rav Shaya arriver et Mechila, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on va faire? J'avais rempli la salle, tout le monde attendait, tout ça, Rav Shaya qui arrive. Alors écoutez, Rabotai, il est rentré dans la salle, mais Rav Shaya, lui, il n'y avait qu'une seule chose devant lui. Il y avait uniquement Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Même depuis cette époque-là, je vous parle il y a plus de 35 ans. Et donc il rentre dans la salle. Avant de rentrer, il me dit, s'il te plaît, emmène-moi à boire. Il avait des maux au ventre. Pourquoi? Parce qu'il prenait ça à cœur. C'était difficile pour lui. Il rentre dans la salle, il donne la première conférence. J'étais, mais abasourdi. Abasourdi de voir que j'ai trouvé quelqu'un de efficace au possible. Il savait transmettre, il était percutant et les gens recevaient, les gens étaient scotchés depuis la première conférence. J'ai été le voir, je me suis d'abord excusé. Mechila Kvod Harav, et depuis je ne l'ai pas lâché. Mais quand je vous dis je ne l'ai pas lâché, on a continué les séminaires. Le prochain, il m'a dit, regarde, on va faire un séminaire pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, j'avais beaucoup de jeunes autour de moi. Il me dit, on va lancer un séminaire pour les jeunes. On a fait venir plus d'une centaine de jeunes qui étaient là pendant tout un week-end avec un dimanche. Le séminaire en lui-même était magnifique. Combien et combien de jeunes sont sortis de ce séminaire-là qui sont devenus aujourd'hui Avrechim, Rabotai, qui sont des Rabbanim. Je vais citer quelques noms parce que avant d'arriver ici, on m'a appelé, plusieurs m'ont appelé, ils m'ont dit, s'il te plaît, rappelle notre nom. Comme ça, éventuellement, nous aussi, on doit tellement de Hakarat Hatov envers le Rav, envers la Rabbanite, on va y revenir. Je pense au Rav Shimon El-Keslassi, je pense aux Canadiens que vous avez tous connus, Rav Michael Arosh, Dov Arouche, il y avait d'autres. Bien sûr, il y en avait plusieurs autres. Ilan Waknin, exactement. Il y avait Rav David Habitant qui habite à Tzfat, Laurent Ambram, plusieurs bons Bekitso. Et donc, de ce séminaire, il y a eu beaucoup de tchouva. Au point à ce que j'ai attrapé le Rav et je lui ai dit, il est hors de question que je vous lâche. Hors de question. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, vous ouvrez une yeshiva. Quel yeshiva? Moi, je retourne dans mon kollel. Je lui dis yeshiva, je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il est rentré. Il a été chez Rav Ben Sion. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux jusqu'à ce qu'il est parti chez Rav Ben Sion pour lui poser la sheila. Rav Ben Sion lui a dit, ma sheila, ata chayav. C'est pas juste que est-ce que j'ouvre ou j'ouvre pas. Tu es chayav d'ouvrir la yeshiva. Et là, Rav Ben Sion lui a mis les menottes, il était obligé d'ouvrir la yeshiva et c'est là que la yeshiva a commencé. Une fois que la yeshiva a commencé, c'était... Vous rappelez-moi? Orachaim, c'était quelle année? Rav Yoel, quelle année? Ça devait être en 93, 92? Je crois même avant même. Peut-être avant, 92, 91, ouais. Voilà. Oui, 91 ça devait être. 91. En tout cas, on avait commencé la yeshiva qui était la section française de Orachaim Rehov Ezra chez Rav Elbaz. Et donc, on avait commencé avec 8 Canadiens qui venaient de ce séminaire, plus quelques Français qui se sont greffés. Et c'est là que les choses ont fait boule de neige et que Baruch Hashem, la yeshiva, bien sûr, elle a grandi. Après, on est passé à Ramoth. Et après, jusqu'à ce que c'est arrivé ici. Et combien de Baruch Hashem, combien de Baalei Tshuva, combien de Talmidim, combien de Torah, combien de Yirat Shamayim. Mais la vérité, c'est que un point, je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Rav Shaya, tout le monde le connaît, on va dire, plus ou moins, soit en tant que Rosh Yeshiva ici à la Yeshiva, soit en tant que conférencier qui répond questions-réponses. Tout le monde connaît les questions-réponses de Rav Shaya. Et à la limite, on s'imagine que chacun d'entre nous, on pourrait quelque part aussi jouer à ce rôle de conférencier ou bien répondre aux questions. Mais, Rabotai, chacun a sa place. Je ne sais pas si vous avez goûté vraiment à beaucoup de rabbanim. En tout cas, Rav Shaya, il avait la bonne réponse, la juste réponse, et pas uniquement pour cette question, pour presque toutes les questions. Comment est-ce qu'une seule personne
avait autant de choses à dire tous les jours, avait autant de bonnes réponses qui rentraient dans les oreilles de tout le monde et qui étaient reçues de la juste façon. Ça, c'est une siyata d'Ishmaïa qui est spéciale, Rabotai. Cette siyata d'Ishmaïa s'appelle Yirat Shamayim. C'est uniquement cela. Les gens n'ont pas compris. Rav Shaya, quand je l'ai connu, il était Avrer Kollel. Et je me rappelle d'un moment où j'ai dû étudier dans son Kollel. J'arrivais au Kollel, j'étais avec ma Chavruta, lui il était avec la sienne. Il étudiait à cette époque Isur Veheter. Et donc il était dans le tour Shulchan Aruch, il passait Shach, Taz, par cœur, Mila, Bemila. Je me rappelle encore, sa Chavruta elle arrivait, un Israélien, et Rav Shaya, il fermait le Shulchan Aruch et il lui dit « récite ». Et donc sa Chavruta, il dit « pourquoi, tu connais par cœur ?» Il dit « mais quoi, tu connais pas par cœur ?» Et il lui récitait, il lui récitait Mila ben Mila. Rabota, une fois que la Chavruta du matin se terminait, Rav Shaya, il restait sur place. Je me suis dit « mais quoi, il mange pas lui ?» Et il restait devant son livre, je le vois encore, il avait son cartable, il prenait son sandwich, il faisait bien sûr la bracha, et il continuait à manger en regardant le livre, et la journée, elle passait, il était devant son livre. Rabotai, c'est ça Rav Shaya. C'est pas un conférencier, c'est pas quelqu'un qui répond à des questions, c'est quelqu'un qui aimait tellement Hachem qu'il comprenait Hachem au point de pouvoir expliquer ce qui est Hachem. Et donc, encore une fois, chacun à sa place. On a peut-être quelques bonnes réponses à partager, mais les vraies réponses viennent de ceux qui ont étudié, de ceux qui ont servi Hachem, de ceux qui sont remplis de Yirat Shamayim. Combien de Hakaratatov on lui doit, Rabotai? Il a su lever comment on dit ça, le niveau de la Torah. Il a su montrer c'est quoi être Oved Hashem, Eved Hashem. Il n'avait aucune concession. Pour lui, c'était uniquement Yirat Shamayim. Je peux rester ici et vous raconter des histoires blissof. Au travers de mon vécu, Baruch Hashem, il était toujours à mes côtés et j'ai pu profiter de lui pour combien et combien de bons conseils. Alors c'est l'occasion pour nous, Rabbi Michael, de vous remercier parce que si on est ici à la Yeshiva, je sais que vous avez donc une part extraordinaire là-dedans et c'est pas que, c'est aujourd'hui tous ces milliers d'élèves et d'enfants de ces élèves proviennent de cette yeshiva. Donc c'est un srout extraordinaire. Je n'en retire aucun kavod parce que pour moi c'était obligatoire. Tout celui qui, à mon âge, était en contact avec le Rav aurait fait autant que moi, si ce n'est pas plus. Et donc je remercie Akadosh Baruch Hu, voilà, qui nous a accordé la possibilité de faire ces choses-là. Je remercie Akadosh Baruch Hu qu'il ait mis Rav Shaya, voilà, sur notre route et qu'on ne l'a pas lâché. Je sais qu'après moi, il y a eu des Talmidim Belia Inara qui vraiment ont fait encore 100 fois plus. Et à nous, bien sûr, de penser à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire au jour d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Rabbi Michael. Toda Rabba. Déjà, le Rav, il parlait du Moutora d'Alpé par cœur. Il racontait la fois aussi que quand on prenait la voiture ensemble, il faut faire attention à qu'est-ce qu'il faisait. Il me donnait un livre de Mishnayot et tout le trajet, tout est Mishnayot par cœur. Et des fois, là, je loupais un petit peu des mots. Et il me dit, ah, je me suis trompé, tu m'as pas repris là. Et par cœur, c'était des macertotes. Quand le Rav il a ouvert la yeshiva, il est parti par le Rav Elbaz. Tu connais cette histoire ou pas? Il est parti par le Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, il lui a dit, oui, j'ai un endroit pour toi. Et apparemment, le Rav Elbaz avait reçu, pas en héritage, mais quelqu'un qui était décédé, qui avait donné à la yeshiva une maison, un endroit. Il dit, viens, je vais te montrer où est-ce que vous allez faire la yeshiva. Rehov Yoel. Vous vous rappelez l'endroit ou pas? Oui. Il lui a dit, c'est ici, voilà, cet endroit-là. Alors, il faudra à l'occasion de trouver une photo, montrer au public. Et le Rav Elbaz, il lui dit, tu sais c'est quoi cette maison ici? Tu connais la maison ou pas? Oui. C'est quoi la maison? Le Rav Shaya, lui, il vient du côté de sa maman, de la famille Moussaïov. Qui a fondé. Moussaïov, il y a un quartier là-bas, des Boukhari. C'est le quartier de Moussaïov, il y a une bête à Knesset qui s'appelle Moussaïov. C'est un shtibler sfarad où il y a beaucoup de Miyam toute la journée. Et le Rav Moussaïov, quand il est arrivé de Boukhara, il est arrivé donc à Jérusalem, il a fait construire une maison. Et c'est dans cette maison-là que le Rav Shaya a construit, a monté la yeshiva. Donc on a étudié, au début là-bas, c'était dans cet endroit-là
Incroyable, incroyable. Rabbi Jérémy, tu as eu, comme je disais tout à l'heure, l'occasion d'accompagner le Rav régulièrement en France, peut-être même dans le cadre aussi des galas. Ouais. Les galas. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes qu'il y avait pendant les galas? Comment s'organisait un gala du Rav? Un gala du Rav, déjà. Quand il venait ou quand il venait pas? C'est vrai qu'il y en On a avait. eu, C'est vrai, on a eu les deux. ouais. Puisque tu parles là, intéressant de dire pourquoi il n'était pas venu cette année-là. Ben, à cause des menaces. Non, Ouais. il a eu Non, mais je crois qu'il y avait eu ce Rav Kanievski. Oui, qui oui, avait- il ne voulait pas Ah, il partir. y a eu oui. plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'était Gog ou Magog, oui. Ouais. Non, il avait. C'est ça. Encore une fois, il était persuadé que le, Machar le, avait Rab- réussi. le Rabben Chaim, le directeur de la Yeshiva, lui dit qu'il doit aller au gala. Et le Rav Shaya, il veut pas aller. Il a dit si Gog ou Magog explose, je ne vais pas m'en trouver en Faut rester France. bloqué. Et le Rabben Chaim, il était comme un fou. Il dit Gog ou Magog, si maintenant il y a la Yeshiva, Avec il a le besoin. directeur d'Aïchiva qui s'occupe des finances. Des finances. Et il y a une grande discussion entre les deux. À la fin, ils sont partis chez Raphaël Kanievski. Alors, je sais pas ce qu'ils ont envoyé une mirtav, une lettre à Raphaël Kanievski. Et la question, c'était, Rosh Yeshiva ne veut pas aller en France pour un gala de la Yeshiva parce qu'il a peur que éclate la guerre de Gog ou Magog. Alors, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison? Il vivait ça. Et le Rav Raphaël Kanievski leur a dit, Vadaï chez Otsodek. Bien sûr entendu que- qu'il a raison. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait fait en Israël. Et on a fait en Israël. C'est la vrai, fois, sur on la a place de fait la ville. quand on a fait ce gala en Israël, justement. Ouais. Il y a eu une atzlacha. Mais ouais, c'était un Un succès extraordinaire. succès avec la Incroyable. Ça, c'est. Ouais, tu voulais raconter autre chose? Ouais, une fois aussi un des galas, qu'on parlait de la droiture du Rav. Une fois on faisait des galas, c'était la période où le Rav venait une fois par an en France. Donc il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient voir le Rav. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le gala, et à 11h, 23h, tout le monde pourra rentrer pour écouter la conférence. Vous voulez écouter? Si tu permets, tout le monde pourra rentrer. Il faut dire qu'aussi, avant, c'est le seul gala dans toute l'histoire de toutes les associations où le prix d'entrée était à 50 €. 50 € pour rentrer dans un gala, Et il me disait de laisser rentrer aussi. juste pour pouvoir faire rentrer du monde. Ça, c'est vrai. Et on fait le gala, et les Hachem, les ventes, elles marchent, ça marche. Et là, c'est M. Serror qui faisait les ventes, et ça commence à avancer. Et le Rav, à 11h moins le quart, il me dit, dans un quart d'heure, on arrête. Bon, c'est encore une façon de demander pardon au Rav, je n'ai pas écouté. Donc on continue, 11h moins 5, il me dit, on arrête. Et à ce moment-là, je vois M. Serror, je dis, il va arrêter. Il me dit, non, pas du tout, on continue. Et ça, c'est en train de donner les deux. Il y avait un engouement il va extraordinaire, donner, les gens c'est voulaient ça. donner. 11h00, le Rav il prend le micro, il dit merci beaucoup à tous, on commence la conférence. Incroyable. Il a arrêté les ventes en plein milieu. Juste pour pouvoir donner sa Parce conférence. qu'il a dit aux gens, à 11h on fait la conférence, à 11h00 on arrête, même si les gens ils veulent donner. Tel point que le lendemain je me suis retrouvé dans une synagogue, et un des fidèles là-bas il me dit qu'est-ce qui s'est passé Rav? Je dis ouais c'est la droiture du Rav. Il me dit allez je te donne. Incroyable, incroyable. On a un autre élève, un ancien élève. C'est un des meilleurs élèves, c'est pas un Staman élève, c'est un des meilleurs élèves qu'on ait eu. Alors, encore un des meilleurs élèves de la On a eu yeshiva. que des meilleurs élèves. En fait, quand on est élève de Rav Shaya, on est forcément l'un des meilleurs. c'est Voilà. sûr et certain. Comment vas-tu? Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours à la yeshiva, peut-être la particularité que tu as eue avec le Rav? Le Rav Ephraim, il a oublié une notion très importante, une prina du Rav, Rabbi Daniel il l'a dit, c'est prinat Av. Vraiment, moi quand je pense au Rav, je pense à mon Rav, Rabbi, Rav Shaya, je pense comme mon père, c'est comme un père pour moi, c'était comme un père pour moi. D'abord, il faut savoir qu'il m'a pris, je ne vais pas tout vous raconter comment tout a commencé. En 3 minutes, tu peux tout raconter. Je ne vais pas tout raconter, parce que le prochain Rav, il est parti très loin pour me chercher. Et a priori, il n'y avait aucune chance pour que Birklach fasse teshuva. Mais le Rav, il avait une force, et ça vraiment, je pense que c'est pas qu'avec moi, c'est avec tout le monde. Il savait parler avec un grand avocat, un grand docteur, etc. Et avec un mec de Porte de la Chapelle. il savait me parler. Vous savez, j'ai beaucoup entendu que les gens disent que le Rav était froid, etc., une certaine rigueur, etc. Et tout. Avec moi, jamais. Le Rav n'a jamais été froid. Et le rapport que j'avais... Non, c'est pas pour ça. Le rapport que j'avais avec lui, c'est vraiment comme un père. Je vais vous prouver que c'est comme un père. C'est le cachour avec peur ou pas. C'est cachour que, d'abord, tout a commencé avec le séminaire. Moi, la première fois de ma vie, je savais que j'étais juif, j'étais qu'avec des Arabes, des Noirs, des Chinois, ce que vous voulez. On fumait à chicha ensemble et on faisait des débats. Qui est la vraie religion? Moi, je connaissais rien. Mais bon, j'écoutais ce qu'il disait. Bon. Le Rav me dit non, viens au séminaire. On a commencé déjà une discussion avant. Viens au séminaire.
quand j'entends le cours de Germania, la preuve irréfutable, je me souviens de ma réaction, non mais c'est une blague en fait. Pour moi c'est une blague quoi, la Torah c'est vrai. Bon, à la fin du séminaire, le Rav il vient me voir et me dit écoute, je veux que tu viennes aller à l'Yeshiva. Je fais Rav, je sais pas lire, je connais rien, pas qui pour rien quoi, genre vraiment, c'est pas shayar. C'est pas Adapté. C'est pas adapté. Alors il me dit non mais viens. J'ai dit attends un petit peu. Pendant ce temps je commençais à mettre Mitrazek, je commençais un peu à prendre des forces et tout. Je faisais de la boxe le week-end. Je commençais à poser la question est-ce que j'ai le droit de porter les gants, etc. Je commençais à Mitrazek. Boxe professionnel. Non, boxe amateur, classé. Bon. Classé. Et un jour, bon, plusieurs événements sont passés que j'appelle le Rav, je lui dis Rav, est-ce que je peux venir? Je fais juste un essai. Comme un père. Bien sûr. Ça fait longtemps que je t'attends. Tu viens, demain tu viens. J'arrive. Un ami à moi quand le Rav est parti, il a montré une image. Les escaliers, la yeshiva et la porte en haut. J'ai dit, lui, il a tout compris. Ce moment où on a mis le pied à la yeshiva, ça nous a changé notre vie. Le Rav, comme il m'a accueilli, comme un père. Je le vois, alors effectivement impressionnant, etc. Et tout, il me regarde. Bah, ce soir je marie ma fille, viens, etc. Ok, Rav. Le premier shiur ici, c'est Rav Menninger. Je comprenais rien. Je comprenais rien, je savais même pas dire Aleph Bet. Le Rav dit pas de problème. Donc il y a un CDR ici, il y a Rav Menninger le niveau le plus bas et Rav Dalino. Alors il a payé un Rav pour qu'il vienne aller à l'Yeshiva, je crois que c'est Rav Assous, je ne sais même plus son nom. Rav Assous, c'est qui m'a appris Aleph Bet, on y va. Incroyable. Aleph Bet. Et le Rav il a payé de sa poche pour ça. Incroyable. Je fais Rav, j'ai pas besoin de vous payer, je suis en Israël, je connais mes parents, n'ont pas la peine. Pas de problème. Je veux pas un centime de ta part. Non seulement ça, chaque semaine, il me donnait 100 shekels. 100 shekels. Comme un père. Incroyable. Il prend un Rav pour moi, comme un père aussi. Il s'occupe de moi. Toutes les questions que j'ai, mais des questions nulles. Des questions nulles, mais je connais rien. Donc, il me dit, écoute, chaque jour, il y avait une question que vous pouvez poser. Je dis, je comprends rien, la Gemara, ça sert à quoi d'étudier Shor, Nagar et Tapa? À quoi ça sert tout ça? Il m'a dit, écoute, tu verras, un jour tu verras la lumière. Il m'a dit, tiens un coup. 2 rabbinim sont venus le voir et ils lui ont dit, lui, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que je connaissais vraiment, c'est la Torah, c'est moi. Je sais que c'est pas vous. C'est pas la peine, mais intelligemment, mais évidemment, on va travailler, va à l'armée, fait quelque chose, mais la yeshiva, c'est pas de la peine. Le rabbi a dit non, je mise sur lui. Et je suis sûr qu'il a fait ça avec tout le monde, c'est pas que contre moi. Pour montrer jusqu'à où ça va, le père. On était à la piscine, je ne sais pas si tu te souviens, à la frontière du Liban. Vous savez cette piscine-là où on voit les montagnes et tout. Le Liban est juste en face, on est à la piscine, et c'était la nuit. Et tout le monde s'éclatait dans la piscine. Je n'oublierai jamais son œil, parce que on va vous dire à quel point c'est comme un père. On s'assoit tous les deux, les pieds dans la piscine, et on refait le monde. Et il me donne des conseils, et il m'encourage, etc., etc. Jusqu'à la fin. Il m'a marié. Aujourd'hui. Qui tu es? Pendant la Levaya, j'ai eu une petite surprise. Mon fils est venu me voir. Et je lui ai dit, et ça m'a touché, je pense. Il m'a dit, par respect pour toi, c'est grâce à lui que tu as fait tes chouvas et tout, je suis venu me voir. Je lui ai dit, mais tu sais, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a marié, c'est lui qui m'a investi. Juste encore une dernière chose par rapport à la notion du père. Il y avait un ami à moi, il me donnait tout le temps 100 shekels, 200 shekels, 100 shekels, 100 shekels. Bon, j'ai jamais demandé, je croyais que c'était lui avec son argent. Il me dit maintenant, je sais que le Rav, il me dit pas que de temps en temps qu'il voyait mon ami, il dit tiens, donne ça à manger, donne ça à manger, donne ça à manger, jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il a fait ça avec plein de gens, je suis sûr et certain. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est très important pour vous, là, les jeunes. Vous vous rendez pas compte, c'est pas d'où est-ce qu'on vient de Paris, de la misère, des ch'touillottes. Le Rav, en fait, il te propose d'être heureux dans ta vie. Quand tu vois qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, mais qu'est-ce que la Torah m'a donné, qu'est-ce que le Rav m'a donné, ça je trouve que ça n'a pas de prix. Je les vois encore, les gens qui galèrent, qui sont tous divorcés, qui ont tous des problèmes. Le Rav, il veut que tu aies une vie, pour vous tous. Il aurait voulu que vous réussissiez votre vie, dans la Gdusha, dans la Torah. Donc c'est une chance que vous mariez, être heureux, avoir des enfants, avoir la Torah par-dessus tout. Donc si c'est là, ne faites pas de bêtises, n'allez pas perdre votre temps
Oui, je tue. Ravi Moshe, merci beaucoup. Témoignage très poignant. Merci beaucoup. Voilà, on a encore découvert les secrets de ce qui se cache derrière la vie de Rav Shaya et derrière tout ce qu'il faisait dans les coulisses. Rav Yehu, tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Moshe a dit, que le Rav, il poussait les gens à être heureux. Une fois, je lui ai demandé au Rav, je lui ai dit, mais pourquoi vous parlez, alors peut-être aller dans les années, par la suite, oui, il a plus parlé de ça, mais au début, il ne parlait pas du Olam Haba. Il ne parlait pas, il ne disait pas aux gens, faites chouva pour aller au Olam Haba. Et une fois, je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne dites pas aux gens, faites chouva pour aller au Olam Haba, pour parler du monde futur? Il a dit non, on ne doit pas faire la Torah, on ne doit pas servir Hachem pour aller au Olam Haba uniquement. On doit servir Hachem pour être heureux dans ce monde. Et ça qui est important, c'est que la Torah, elle va t'amener un équilibre dans ta vie aujourd'hui. Le Olam Haba, c'est très important, mais c'est une étape après. L'essentiel du limoud, l'essentiel de la Torah, l'essentiel de Avodat Hachem, c'est d'être heureux dans ce monde aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il a dit Moshe. Tu disais tout à l'heure, le Rav c'était un businessman. On a compris le sens de ce que ça voulait dire, mais quand on avait eu l'occasion justement de faire sa tournée en France, le matin, avant les conférences, etc., il avait quelques rendez-vous de donateurs qui en fait, eux voulaient donner, eux voulaient participer aux institutions du Rav. Et à chaque fois qu'il allait dans un endroit, il ressortait 10 000 euros, minimum. Les gens, ils voulaient lui donner, et le Rav, il ne demandait pas d'argent. Il venait, il faisait un rendez-vous avec les gens, et le donateur donnait 10 000 euros. Il m'a dit, si vraiment je voulais investir tout ce temps-là, la yeshiva, on aurait été milliardaire. Et il dit, je passerai du temps à aller voir chacun. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, je veux juste étudier la Torah. Et je crois d'ailleurs que cette tournée qu'on avait fait avec Rav Michael Eifrat, je crois que c'était l'une de à part les galas, c'était ses dernières conférences en France. Et pourquoi il a arrêté? On rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la Shmirat Enaim. La raison qu'il avait donnée, il ne voulait plus voir, de se retrouver dans des conférences, dans des séminaires ou quoi, face à des femmes qui des fois étaient mal habillées ou pas. Il ne voulait plus voir de femmes. C'est une honnêteté, c'est une sincérité. Encore une fois, c'est le Emet qui régnait chez le Rav. Shalom Aleichem. Un nouvel élève, un nouvel ancien élève qui nous a rejoint. Un meilleur élève, un des meilleurs élèves de la yeshiva. Encore non, vous ne savez pas qui c'est une perle, c'est spécial. Alors encore une perle. C'est vraiment, on a ici la crème. On est là pour écouter un petit peu toi aussi ton histoire, tes anecdotes avec le Rav. Je sais pas comment j'ai fait chouva, moi. Je connaissais rien, je pense comme pratiquement tout le monde ici, je connaissais rien. Et un jour, j'étais à la plage à Nice. Et je savais pas quoi faire. J'étais là, j'étais avec ma mère, et mes frères et sœurs et tout. J'ai un moment comme ça, je savais pas trop quoi faire. Je prends mon téléphone comme ça et je tape, je sais pas ce qui m'arrive dans ma tête, je sais pas, je tape juif. Comme ça. Sur mon téléphone, l'iPhone, je tape juif. Je tombe sur quoi? Une application Lehava.fr, l'application du Rav. Alors je regarde comme ça, je télécharge. Je regarde, il y a tout ce qu'il y a à écouter, quoi. Homme, femme, je dis non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et je vois la véracité de la Torah. Je dis, ah, c'est intéressant ça. Je commence à écouter. Mon premier shiur, du coup, je l'ai écouté là-bas. Je me rappelle encore comme c'était hier, je me rappelle exactement ce qu'il a dit. Premier shiur, j'étais choqué. Et depuis ce jour-là, du coup, j'ai commencé à faire tchouva, mais tout doucement, entre guillemets. J'ai rien fait en final. J'ai commencé tous les soirs à écouter un shiur du Rav. Un shiur, deux shiur, trois shiur, comme ça, doucement. Et à cet âge-là, j'avais 20 ans. J'avais fait 2 ans d'études et je devais partir aux Pays-Bas faire ma 3e année de maths là-bas. Et c'était l'été comme ça. Et je commence à peine à faire tchouva, entre guillemets, à mettre... Non, je ne mettais même pas encore mes tefilines. Et j'arrive aux Pays-Bas. Et là, je commençais un peu à avoir peur parce que quand tu es dans le monde comme ça là-bas, il n'y a que l'argent, que ça qui t'intéresse, entre guillemets, la réussite. Quand tu entends Rav Shaya, à chaque fois qu'il te rentre dans la tête, c'est des bêtises, et tout, tu vas perdre ton temps pour rien, à essayer de la Torah. Je dis bon, au final, il faut que je change toute ma vie, et pour l'instant, c'est à des années-lumière de ça, donc je me suis dit bon, je vais peut-être arrêter. Je regardais une série le soir, du coup. Le jour où j'ai dit j'arrête de regarder les choses du Rav Shaya, je regarde une série, mon ordinateur il s'est cassé. Sauf que j'étais à Groningen là-bas, aux Pays-Bas, va réparer ton ordinateur, je comprends rien. J'avais quoi du coup le petit téléphone, va regarder une série avec un petit téléphone, c'est nul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé à écouter tout de suite. Un jour, il m'a pas laissé bon. Un jour, il m'a pas laissé. Alors, j'ai commencé. Moi, j'avais pas compris au début. Maintenant, avec le recul, je commençais à regarder, à écouter les shiur du Rav. Jusqu'à qu'après quelques mois, je rentre à Nice, du coup. C'était Noël à l'époque. C'était les vacances. Et du coup, j'ai pris les tefilines, les talit. Je regarde les shiur du Rav, comment les mettre, je savais pas les mettre. Je commençais à les mettre. Ma grand-mère, elle tombe malade à ce moment-là. Elle avait la maladie. Je dis Hachem, si tu lui enlèves la maladie, je sais pas que c'était à son place. Je mets mes TF tous les jours. 2 jours après, les médecins ils appellent et disent bon, en fait, désolé, on s'est trompé. C'était dit quoi, il y a eu une erreur et tout. En fait, votre grand-mère, elle a rien.
Je dis bon, c'est bon, j'ai compris le message. Et doucement, comme ça, j'ai commencé à écouter les shiurim du Rav. Mais c'est pas juste que j'écoutais les shiurim, je lui envoyais des mails aussi. Je lui envoyais des mails et il me répondait tout le temps. Après, donc à 22 ans, je me suis dit bon, peut-être je vais vivre en Israël en fait. Ah, j'étais un copain à l'école qui me dit mais t'es bête, tu vas pas faire un stage à Tel Aviv, va à l'Ulpan. Va apprendre l'hébreu, moi, si tu vas habiter en Israël après. Je dis ok, bon, viens, on cherche un Ulpan à Tel Aviv. J'ai trouvé un Ulpan à Jérusalem. J'ai dit ah, t'as vu, Jérusalem, c'est un peu trop odieux pour moi, quoi. Au final, il n'y avait que ça, je suis parti à Jérusalem. Avant de partir à l'Ulpan, je me suis dit mais attends, moi je regarde tout le temps Rav Shaya, j'ai envie d'aller à Yeshiva. Alors je l'ai appelé comme ça, je dis Rav, je peux venir et tout. Bon, je pense que comme tout le monde a entendu ma mère de fois, il dit mais oui, viens et tout. J'arrive. Ça devait être une semaine finalement, c'est vrai. Non, pas encore. J'arrive ici, je me rappelle toujours quand il m'a accueilli et tout. Bon, il m'a mis dans une chambre, après on a parlé un petit peu. J'ai étudié 5 jours, je suis parti à l'Ulpan. Après l'Ulpan, je me suis dit, oui, il me restait 5 mois avant de finir mes études. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller à Yeshiva alors. Bon, là aussi, c'est pas ça que je vais aller à une autre Yeshiva, au final, je suis venu ici. Et bah, du coup, je suis resté 5 mois. Et j'ai accroché avec le Rav et la Torah, c'était ma top une vache. Du coup, je suis resté tout le temps ici. Mais le Rav, il m'a. Donc aujourd'hui, de là où tu étais et aujourd'hui où tu es? Bah, aujourd'hui, bon, prochain, je te dis la Torah toute la journée. J'espère que j'ai 4 enfants, bon, prochain. Et le Rav, il m'a. C'est plus que ça, il m'a. J'étais à la Yeshiva, je me rappelle encore. Il était d'une droiture tellement incroyable, genre, comme tout le monde a raconté. Le jour où je suis arrivé, je sais pas comment il a su. Le jour où je suis arrivé à 24 ans, il vient me voir, il me fait Nathan, c'est quoi le mariage? Ça faisait même pas un an que j'étais à la Yeshiva. Je sais pas, moi. Je suis pas là encore. C'est pas l'ordre du jour. Je suis pas l'ordre du jour. Il vient me voir 15 jours après, il me dit Nathan, c'est quoi le mariage? Je dis bah, je sais toujours pas, il y a le temps encore, quoi. Après, il y a moi, il me fait Nathan, c'est quoi le mariage 15 jours après? Je dis bah, je vais le voir quand même dans son bureau et tout. Je dis bah, ça fait un mois que vous me dites ça et tout. Il me dit ouais, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le maximum 24 ans, ça a été à 24 ans. C'était 10 jours avant Tisha B'Av. Il m'a dit, si on te fait un shidour, t'acceptes? Je dis oh, ouais. J'avais parlé un peu à Cohen, si Rav Cohen il est d'accord, c'était le masguer à l'époque, pour pas les contrôler, si il est d'accord, pas de problème. Je me lève le lendemain, il vient moi, il me fait attends, t'as un shidour ce soir. C'était ma femme. Ah, incroyable. Donc je lui dois tout, en plus que ça, Incroyable. il m'a fait le shidour. Tous les jours, il nous a enseigné la Torah. Il m'a fait tu vois, du début jusqu'à la fin. Je lui dois tout, quoi. C'est comme un père pour moi. Incroyable. Jonathan Chazak, merci beaucoup. Alors, toujours avec ces découvertes sur le Rav, je sais que justement, là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est des enfants du Rav. Je me rappelle, Jérémy, là, il revient tout de suite, mais lors de la Brit Mila d'un de ses enfants, le Rav était Sandak, et je vois que dans la salle, en fait, toutes les personnes qui étaient présentes, je regarde, tous les gens qui habitent le quartier, etc. Et je me rends compte qu'en fait, c'est tous des gens qui ont fait tchouva par le Rav. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont des avrechim, des gens qui étudient la Torah, des Bnei Torah, leurs enfants sont dans les Talmud Torah. Et en fait, tout ça, c'est la famille du Rav. Et je me rappelle que ça m'avait bouleversé. Le matin même, l'après-midi même, j'envoie un message, j'envoie un email au Rav. Je dis Gonarav, je voulais absolument vous le dire, parce qu'on a vu ce matin, tous ces élèves qui étaient là, c'est votre mérite. Tout Ramot, tout le quartier de Ramot, tous les francophones de Ramot, ça c'est uniquement les gens qu'on a vus ici. C'est vos enfants. Il t'a rien dit? J'ai quoi? Il t'a pas dit que non, il t'a pas repoussé. Si, il y avait horreur qu'on lui dise ça. Je sais, mais je crois qu'il m'a même pas répondu à mon email. Mais pour dire que voilà, il faut avoir conscience que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la Torah du monde francophone, à travers le monde, on a vu tout à l'heure à Yochanan avec Aix-en-Provence et partout, on a vu que ce soit de Montréal, partout, c'est le Rav. Ça, ce sont ses enfants. Nouvel invité qui nous a rejoint. Salam Aleichem. Élève de la Yeshiva. Ouais. Le meilleur élève de la Yeshiva. Actuel encore, élève de la Yeshiva. Actuel. Qu'est-ce que tu peux nous dire depuis ces années où tu es là? Combien de temps tu es à la Yeshiva? Ça fait 9 ans. 9 ans. Donc, je suis ici. Moi, personnellement, voilà, on a entendu les histoires, moi aussi je viens de très loin. J'ai pratiquement appris à lire ici, c'est-à-dire je savais lire comme genre juste les voyelles, mais la Gemara, j'ai commencé aussi chez Rav Mendinger et tout ça, c'était très compliqué, j'arrivais pas à... Et je voulais insister, on a parlé beaucoup de ce point-là, sur le côté père qu'il est, mais tout le monde ressent ça. C'est-à-dire, moi, je parlais beaucoup à des personnes, je disais, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon père spirituel. Et tout le monde a cette argacha-là. C'est-à-dire, le Rav, il a réussi à faire qu'on se sent avec lui, mais comme ses enfants. Et c'est vraiment, en fait, je pensais à ça comme ça. Alors,
le but ici, on est sur Terre, on essaye au maximum de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le père de tout le monde. Et quand on voit ça, lui, il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, on sent tous qu'on a perdu notre père. Et c'est quelque chose de genre, on ne réalise pas encore, parce que voilà, je pense que si on pose la question à tout le monde, on n'arrive pas à croire. Non, c'est encore trop frais. C'est trop frais, on n'arrive pas à croire. Mais... Il y a quelqu'un qui me disait, et c'est tout à fait vrai, on avait l'impression que le Rav, il était immortel. Invincible. 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 Qui aurait cru? C'est exactement cet argacha-là. Même il était dans le coma. Alors j'entendais plein de médecins qui disaient, bon, comme ça, techniquement, sans mettre la Torah et tout ça, bon, il n'y a aucune chance. Et vous savez, s'il se réveille, ce sera un légume. Mais moi, je me disais, mais c'est Rav Shaya, vous parlez de Rav Shaya. Vous savez pas, genre, moi, pour moi, il va se réveiller, il va faire des shiurim encore même mieux. Alors je sais pas si c'est possible, parce qu'il a fait vraiment des... Mais genre, j'arrivais pas à y croire. On a été le voir plusieurs fois et voilà. Je voulais aussi insister sur un point, c'est le sentiment. Bon, voilà, c'est lié au père, mais le sentiment d'amour qu'il donne à tout le monde. Un sentiment d'amour. Moi, je rentrais dans son bureau, j'ai jamais senti. Et pourtant, des fois, je le dérangeais pour des questions. Et voilà, on a entendu un peu hier, il y a un Rav qui a parlé, Rav Memouni et le Seder du Rav. Le Seder, et qu'on a appris, moi personnellement, ça fait 9 ans que je suis à la Yeshiva, je ne savais pas que c'était un Seder, voilà, peut-être tu dormais 3-4 heures par nuit, on a appris ça. Bon, ça veut dire, son temps, il est très précieux. Chaque fois que je rentrais dans son bureau, je posais des questions et tout, des fois c'était des questions, j'étais totalement perdu et tout ça. Je n'ai jamais senti que je le gênais. J'ai toujours senti un sourire, que rien que son sourire, on sentait une étreinte d'amour. Ouais. Mais c'est Kepchout, une étreinte d'amour. Et on sent, et aussi on voit, c'est la vérité, on sent que c'est un homme qui a une yirat shamaim. Une yirat shamaim. On voit la tzlacha qu'il y a dans cette yeshiva. Moi, je sais une chose, et je conseillais ça souvent au Bachurim, parce que je suis arrivé, vraiment, on m'a dit la première année, on m'a dit, si t'es pas bien ici, rentre chez toi. Alors, on m'avait fait comprendre, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, parce que j'étais vraiment mal la première année, j'avais pas de fruits, je comprenais rien en limoud, et je me disais, je vais pas rester ici parce que j'arrive pas. Et j'ai suivi seulement le conseil que chaque chose que Rav Shaya me disait, même que je ne comprenais pas la logique, je le faisais. Et comme c'est un homme qui a une yirat shamaim, j'ai senti que j'ai une siyata d'Ishmaya grâce à ça. Une aide du ciel, ouais. Une aide du ciel, mais grâce à ça. Il m'a donné, moi je tenais pas, le Seder c'était dur. À partir de 21h, je commençais à flancher, mais genre je voulais me coucher à 21h. Une fois j'avais été voir le Rav, je lui ai dit Rav, le Seder du soir, on peut genre faire l'impasse et tout ça. Il m'a regardé, il me fait, mais même pas en rêve. Il m'a regardé, vous connaissez cette heure? Mais même pas en rêve. Je me Rav. Alors j'ai commencé à négocier. Ouais, je suis ravi. J'ai commencé à négocier. Je peux faire la tefila du coucher du Kriyat Shema chez la Mital, donc la coucher du coucher du soir, pendant le Seder à 22h. Il m'a fait, bon d'accord. 22h, j'ai suivi ce conseil. Ça m'a donné une siyata d'Ishmael dans le limoud de la journée, dans plein de choses, des havanot dans la Gemara. J'y croyais même pas moi-même. Et je sais que c'est parce que j'ai juste suivi les conseils d'un homme qui a une yirat shamaim et qui est collé à Hachem. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage. De yirat shamaim, on revient un petit sipour. Le Rav, quand il est en France, moi, j'ai eu le mérite qu'il allait chez mes parents à la maison. D'ailleurs, au passage, une fois, c'était une petite maison normale. Mais souvent, il y avait des gens qui voulaient recevoir dans les grandes maisons. Ils préféraient quelque chose de simple. C'est pas une maison normale, c'est une maison très saine. C'était pas une maison normale. Et un jour, on est à la maison, je suis avec le Rav, mon père et mon frère. Ma mère était pas à la maison. Et il entend la porte qui s'ouvre. Il entend une voix de femme. Et il me dit, c'est qui? Je lui dis, c'est la femme de ménage. La femme de ménage, Yehoud, il s'est levé, il a couru, il est sorti de la maison. Incroyable. Pas de comme ça. Aucun compromis, rien. Après je dis, Rav, il me dit, non, je suis paradis, il m'a commencé, je prends un gros, montrer. Incroyable. Le Rav, il avait cette particularité, on a parlé justement de cet erpatiu, de cet intérêt, de cet amour pour chaque juif, chaque élève. On voit qu'ici, chaque élève, il le prenait des fois, il y a des gens qui sont passés par là, qui étaient particulièrement, des fois instables, etc. Il les prenait chacun avec quoi. Mais pas que. On a tous souvenir ici, tout le monde s'est marié, on a eu la bar mitzvah de ses enfants, etc. Je ne sais pas si vous faites attention, mais le Rav, il se déplaçait à chaque fois. Chaque fois. Vous imaginez un Rosh Yeshiva qui connaît autant de monde, qui a autant d'élèves, d'avoir à se déplacer à chaque fois. Moi, je n'oublierai pas, il m'a marié et je sais qu'il ne pouvait pas venir le soir. Malgré tout, il est venu, il a fait une danse. Cette danse-là, je n'oublierai jamais. Quand il vient pour une bar mitzvah, pour chacun de ses élèves, il est venu, il sait marquer l'attention pour chacun de ses élèves, comme si c'était le seul.
Et ça, on ne peut pas l'oublier. Il a mis autant d'efforts, son temps était précieux, on ne peut pas l'oublier. Chaque élève était précieux pour lui. Ça, c'était le Rav Shaya. On a encore un élève. Un des meilleurs. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Je m'appelle Jérémy. Ça fait 15 ans à peu près que je suis ici à peu près. Toi aussi, tu étais venu pour une semaine? À peu près, un mois à peu près. J'ai dit je teste, sinon je retourne à Pavé. Je retourne à Pavé quoi. Et je me souviens, j'étais à Pavé. Et là, il était venu une fois faire un cours là-bas. Et je me souviens que ce Rav, il m'avait choqué. Il m'avait choqué dans le sens il avait une énergie particulière. Que il a terminé son cours, je me suis dit, je suis obligé de sauter et de parler avec lui. Il a dit, j'ai une yeshiva pour les jeunes, venez, essayez et tout. Et je me suis dit, bon, je suis parti le voir. Le Rav, il m'a dit, écoute, viens essayer, qu'est-ce que tu as à perdre? Israël. T'aimes pas, si t'aimes pas, tu retournes. Je suis venu ici et quand je suis arrivé, je me souviens que j'étais choqué. Je suis arrivé ici, la première fois que je suis venu, je me souviens, il y avait tellement de monde, Baruch Hashem, à l'époque, on dormait en haut à cet étage. Et le fait que Rav Shaya vienne réveiller les élèves le matin, ça m'avait choqué. Je me disais, mais quoi, un grand Rav comme ça, il vient réveiller les élèves comme ça, d'une simplicité comme ça et tout. Et ça m'avait choqué, je me suis dit, mais il a vraiment quelque chose de spécial ce Rav. Et moi, j'avais une qualité, c'est que je n'avais pas dit ça pour me lever le matin. Donc j'étais un lève tôt. Et je me souviens, un matin, je me lève plus tôt pour aller au Beth Midrash. Et je vois Rav Shaya arriver pour aller réveiller le Bachoui. Et là, je vois une image, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a choqué. Je vois Rav Shaya arriver avec son chapeau, son talit, cette filine en dessous le chapeau, et monter les escaliers en précipitamment. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de grave qui s'est passé et tout. Genre, fais vite, je dois réveiller les Bachoui, je dois réveiller les élèves et tout pour qu'ils soient à l'heure à la tefila. C'est tellement un modèle et tellement un exemple pour tout ce qui est au niveau de la prière et de son sérieux. Je me souviens, j'ai bien le mérite de le connaître quand Rav Shaya, il était là présent toute la journée. J'étais impressionné par comment il était makpid, minutieux sur le zman. Le temps, c'est le temps. À telle heure, c'était la chavota. Tout à l'heure, il descendait, c'était la prière. Suisse aussi. Hein. C'est impressionnant, c'est tous les jours. C'est pas il y a un jour, ça change ou pas. Tous les jours, c'était la même chose. Je me souviens même une chose qui me choquait, parce que comme je me levais tôt, alors le Shabbat matin, il m'avait donné les clés des chambres des Bachourim pour aider le Rav Yosef Cohen à réveiller les Bachourim le matin, Shabbat matin. J'avais le srout de réveiller les Bachourim. Alors j'arrivais, la première fois j'avais l'angoisse, bien sûr, parce que je ne sais pas ce qui m'attend dans les... Et j'étais choqué parce que je faisais les feuilles aussi également des horaires de Shabbat, et je voyais Rav Shaya qui restait vendredi après-midi, encore au bureau l'après-midi. Et ça y est, chaque père de famille, maintenant que je suis marié, Baruch Hashem, je comprends que Shabbat après-midi, c'est la guerre à la maison. Il y a de quoi faire, il y a les préparations de Shabbat et tout, et je vois Rav Shaya dans le bureau. Le matin, il est venu tôt, il a fait son chok l'Israël, il a fait sa paracha, il a été au mikveh, il a mis son costume de Shabbat, il attend Shabbat tranquille, il est là vendredi après-midi, 1h30 avant Shabbat, il est encore dans le bureau. Et après, comme mine de rien, il prend sa petite valisette, Shabbat Shalom. Et c'est une tmimout particulière, et je pense qu'il a réussi à transmettre une amour de... On peut être Talmid Chacham, mais on peut être servir Hachem avec joie, mais tout en étant simple, en restant simple. Absolument. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Hachem, pour tout. Merci beaucoup pour ce témoignage. Justement, alors on parlait du réveil des Bachourim. C'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On a rarement vu un Rosh Yeshiva qui, d'ailleurs, au passage, n'habite pas le quartier et qui vient et qui se déplace et qui arrive ici avant tout le monde pour pouvoir réveiller, y rentrer dans les chambres. Et je pense que tout le monde a des anecdotes folles à raconter. Combien le pauvre, il a dû se prendre des mauvais coups. Vraiment. Mais important de souligner qu'un des derniers appels que le Rav a fait, parmi les derniers mots que le Rav a pu prononcer avant son départ, c'était ici pour Rav Jérémy Guetz qui est ici, qui a reçu un appel du Rav quelques minutes avant son malaise. Il était 6h20, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? 6h30. 6h30. Il appelle Jérémy et il lui demande en fait uniquement pourquoi il appelait. Il dit, je me sens pas très bien, si ça ne te dérange pas d'aller réveiller les Bachourim. Voilà la préoccupation du Rav quelques minutes avant son accident cérébral. Et Jérémy, voilà, tu as eu le mérite d'avoir les derniers mots du Rav. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on parle de lui au passé. Et Bezrat Hashem, on espère que lui qui a tant attendu Mashiach. Alors il y a quelqu'un qui disait à Salevaya, il disait mais en fait il pouvait tellement plus attendre qu'en fait il est probablement monté pour aller chercher lui-même Mashiach. Quelqu'un m'a dit, je connais pas une personne au monde qui attendait plus le Mashiach que lui. Et ce n'est pas un élève à lui, mais tout le monde le sait, tout le monde le savait. On a voulu un jour faire une campagne, et je dis, ça y est, il faut faire la campagne. Je savais qu'il y avait des problèmes d'argent dans les yeshivas. Il faut faire une campagne. On était, je crois, avant Pessah. Il me dit, non, regarde,
pas la peine. C'est vrai qu'on a besoin. Mais ma chère, il va arriver là d'ici quelques semaines, je le sais. Donc il n'y a pas besoin. Je lui dis, ça fait des milliers d'années qu'on attend. Il faut, après on verra. Il dit non, d'abord ma chère vient. Et tu verras après, les choses elles vont s'arranger. Incroyable, incroyable. Encore une petite anecdote, c'est encore le temps. Grâce au Rav et grâce au Rav Eliyahu Hassan, on a eu le souci de donner des shurim aux Chayalim. Et un Chayal m'a raconté dernièrement, je lui ai dit que j'étais dans la yeshiva de Rav Ranchaya. Et il m'a dit, je vais te raconter comment mon père il a fait de Shuvah. Il me dit que son père, il a été envoyé par sa grand-mère, donc la mère de son père, pour venir en Israël, parce que le frère de son père, il avait fait de Shuvah. Et il est venu à la yeshiva. Et leur mère a dit au frère, va voir ce qui se passe à Yeshiva, ce qui se passe avec ton frère. Je ne la sens pas là-bas, ton frère à Yeshiva. Qu'est-ce qu'il est venu en Israël, il a pris un petit hôtel en ville, et il venait tous les jours voir ce qu'il faisait à son frère. Il regardait. Un jour, le Rav, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis venu voir ce que vous faites à mon frère, je ne le laisserai pas passer. Il dit, regarde, tu viens le matin, tu repars le soir. Si tu veux vraiment voir, dors ici et vois ce qu'on lui fait vraiment. Il est dormi ici, il reste à Yeshiva. Et un de plus. Mes chers amis, voilà, cette émission va prendre fin. J'en profite pour lancer un appel. Puisqu'on a vu là, à travers tous ces différents témoignages, on a vu autant de personnes qui ont autant de reconnaissance d'avoir grandi, d'être aujourd'hui de véritables juifs qui pratiquent la Torah, qui pratiquent les mitzvot, qui viennent de très très loin. Tous ces juifs, et je m'adresse à tous ces juifs à travers le monde, qui ont consacré leur vie aujourd'hui à la Torah grâce au mérite du Rav Ranchaya, grâce à un cours qu'ils ont étudié. Leur vie a changé. On voudrait aujourd'hui réaliser un magnifique cadeau à la famille, c'est de pouvoir rassembler toutes les photos. Je veux que chacun d'entre vous puissiez vous prendre en photo un selfie, une simple photo de vous, ou éventuellement avec votre famille et vos enfants, une simple photo de vous, que vous nous envoyez au numéro qu'on va faire apparaître sur l'écran pour qu'on puisse récolter toutes ces photos et en faire un tableau extraordinaire pour l'offrir à la famille et montrer à la famille, parce qu'on a découvert que les gendres et les filles et la famille du Rav n'étaient au courant de rien de la vie du Rav, rien de ce qu'il avait bâti comme empire de Torah. Et on voudrait aujourd'hui leur montrer, voilà, vous n'êtes pas les seuls enfants du Rav, voilà des milliers d'autres enfants à travers le monde. Donc je compte sur vous pour envoyer sur l'adresse du site internet qui apparaît ici, sur l'écran, ainsi que le numéro de téléphone qui apparaît, envoyez vos photos et vous verrez que c'est une façon de pouvoir montrer toute notre Hakarat Hatov au Rav, de toute sa Messirut Nefesh, de tout son don, de tout son amour pour chaque juif et de toute la Torah qu'il a réussi à diffuser à travers le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir suivis. On espère que Bezrat Hashem, comme on l'a dit, que le Rav Ranchaya puisse monter de là où il est, continuer à prier pour nous, prier pour ses enfants, pour sa famille, pour ses talmidim, et que de là où il est puisse ramener très rapidement le Mashiach. Merci. Amen.